Une milliardaire riche et cruelle traînait par terre une pauvre domestique, lui hurlant des insultes et la frappant sans pitié. Alors qu'elle s'apprêtait à continuer, la jeune femme, couverte de bleu et de douleur, releva la tête et déclara d'une voix tremblante, « Vous croyez que votre richesse vous donne le droit d'être méchante ? Mais ce que je vais révéler aujourd'hui vous réduira à néant. » La milliardaire s'immobilisa, choquée. Personne ne lui avait jamais tenu tête. Que pouvait bien cacher cette domestique pour la faire taire et la couvrir de honte ? Cette histoire raconte comment une femme riche et impitoyable a maltraité sa servante pendant des années, sans savoir qu'elle était en réalité sa propre fille, disparue depuis son plus jeune âge. Que s'était-il passé le jour où son enfant avait disparu ? Quel secret allait-elle dévoiler ? Ce récit n'est pas seulement l'histoire d'une domestique et d'une milliardaire. Il porte une leçon profonde, que vous n'oublierez jamais et que vous transmettrez même à vos enfants. Laura, une femme puissante dans le secteur du pétrole et du gaz, était la personnalité la plus en vue de la ville. Avec son mari, ils formaient le couple le plus influent. Quand leur fille naquit, tout le monde en parla. Mais ce qu'ils n'avaient jamais imaginé, c'est que leur enfant, à peine âgé de 2 ans, disparaîtrait un jour. Ce matin-là, Laura était partie se faire coiffer, laissant sa fille dans la voiture, juste pour quelques minutes. « Je reviens tout de suite, mon amour », avait-elle dit en s'éloignant. Mais à son retour, elle découvrit l'impensable, la voiture était vide. Sa fille avait disparu. Ce fut le dernier jour où elle vit son enfant. Pendant des années, ils organisèrent des recherches, promirent des millions à quiconque la retrouverait, alertèrent la police et diffusèrent des avis de disparition. Mais rien. Aucune nouvelle. Comme si leur petite fille avait disparu à jamais. Peu après, le mariage de Laura et de son mari, Co, commença à se détériorer. Un soir, Co s'assit sur le lit et déclara, « Ah mère, pourquoi ne l'as-tu pas emmenée avec toi au salon ce jour-là » Laura se retourna brusquement. « Et n'essaie même pas de me faire porter le chapeau. » N'ose même pas, ils se disputèrent pendant des heures, jusqu'à ce que Co quitte la maison, furieux. « Où vas-tu ? » « Reviens » hurla Laura, mais il l'ignora et partit en voiture. Le lendemain matin, elle reçut une nouvelle qui brisa sa vie, la police vint lui annoncer que son mari était mort dans un accident de voiture. Le temps s'arrêta. Laura sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Elle avait perdu sa fille, puis son mari. Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre. Elle l'a bien mérité. Elle est cruelle avec les pauvres. Maintenant, elle n'a plus personne, disaient certains. Personne ne mérite une telle souffrance, répondaient d'autres. Mais où était sa fille ? Que lui était-il arrivé ce jour-là, dans cette voiture ? Pendant ce temps, la petite fille, assise à l'arrière, attendait patiemment le retour de sa mère. Soudain, 2 hommes s'approchèrent, l'air suspect. « Ma chérie, ouvre la porte. Ta maman a dit qu'on devait te ramener à la maison. » Elle secoua la tête. « Non. » Les hommes échangèrent un regard. « Ouvre maintenant. Ta maman l'a dit. » Toujours refus. En quelques secondes, l'un d'eux sortit un outil métallique et tenta de forcer la porte. Une femme, de l'autre côté de la rue, les interpella. « Et, que faites-vous » Le plus grand des 2 hommes sourit. « Ne vous inquiétez pas, madame. Ce n'est pas ce que vous croyez. » Leur assurance trompa tout le monde. Avant que quiconque ne puisse réagir, la porte s'ouvrit. « Maman !» « Maman !» hurla-t-elle, mais ils lui bouchèrent la bouche, la soulevèrent et s'enfuirent dans une voiture à proximité. La foule crut qu'il s'agissait de son père. Personne ne releva leur visage. En quelques minutes, la voiture disparut. Ce fut la dernière fois que quiconque vit la petite fille. À l'origine, il s'agissait d'un simple enlèvement pour rançon, obtenir de l'argent de ses riches parents et la libérer. Mais l'un des hommes devint avide. Dès qu'il comprit de qui il s'agissait, il décida de la garder pour lui. Il trahit son complice, la vendit en secret et disparut avec l'argent. Le plan qui devait la ramener à ses parents se transforma en cauchemar. Les hommes qui l'avaient enlevée ne s'arrêtèrent pas à la rançon. Ils faisaient partie d'un réseau sombre qui vendait des enfants et prélevait leurs organes. Ils encassèrent l'argent, mais refusèrent de la rendre. Leur cupidité n'avait pas de limite.
Parmi eux se trouvait un homme nommé Malam Musa, un individu mystérieux aux 4 épouses et à l'empire caché de trafics illégaux. Un soir, il rentra chez lui avec un enfant enveloppé dans un châle. Les femmes du foyer chuchotèrent, mais aucune n'osa parler. Sa plus jeune épouse, Aïcha, ne ferma pas l'œil de la nuit. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait le visage de l'enfant. Les heures passèrent. La maison se tut. Les gardes s'endormirent. Le cœur battant, Aïcha se glissa dans la petite pièce où l'enfant était enfermé. Elle la vit, allongée sur une natte, les joues mouillées de larmes. Sans hésiter, Aïcha l'enveloppa dans un châle, la serra contre elle et sortit par la porte de derrière. Elle n'avait pas de plan, juste l'espoir désespéré qu'ailleurs serait mieux. Mais en sortant dans la nuit, le destin la prit par surprise, son mari apparut soudain à la porte. « Aïcha, que fais-tu dehors à cette heure ?» Sa voix profonde brisa le silence. Son cœur s'arrêta presque. En une seconde, elle déposa l'enfant dans un buisson près du chemin et se retourna. « Je prenais juste l'air. » Musa la regarda avec suspicion, mais ne dit rien. Ils rentrèrent ensemble. À l'aube, Aïcha sortit de nouveau, tremblante. Elle courut vers l'endroit où elle avait laissé l'enfant, mais celle-ci avait disparu. Le châle était toujours là, vide. Elle chercha frénétiquement, murmurant des prières, mais aucune trace de l'enfant. Qui l'avait trouvé? Était-elle tombée entre les mains d'un inconnu bienveillant, ou de quelque chose de pire? L'enfant ne s'était pas évaporé. À l'aube, une vieille femme se rendant au marché remarqua quelque chose d'inhabituel sur le bas-côté, un bébé enveloppé dans un châle poussiéreux, pleurant doucement. Stupéfaite, elle regarda autour d'elle. Personne. Elle hésita, puis soupira. Qui pourrait abandonner un enfant comme ça? Mama Ebra, connue dans son village pour vendre des légumes et des boules de mil, vivait seule dans une petite case en terre. Sans réfléchir, elle ramassa le bébé. « Tu ne mourras pas ici, mon enfant, » murmura-t-elle. Elle ne connaissait ni son nom ni son origine. Elle l'appela Uju, ce qui signifie « paix ». La vie était dure. Pas d'électricité, pas d'eau courante, et souvent, elle se couchait le ventre vide. Mais Mama Ebra lui donna tout ce qu'elle avait, de l'amour, de la protection et des soins. Uju grandit intelligente, forte et belle, malgré la pauvreté. Les années passèrent. Quand Uju eut 12 ans, tout bascula, Mama Ebra tomba gravement malade. Sa toux s'aggrava, son corps devint trop faible pour bouger. Uju courut de maison en maison pour demander de l'aide, mais personne n'avait d'argent pour les médicaments. Un soir de pluie, Mama Ebra serra la main d'Uju. « Ma fille, peu importe ce qui arrive, ne cesse jamais d'être bonne. Un jour, ta lumière brillera. Dieu ne t'oubliera pas, Mama, ne me quitte pas, je t'en supplie, » sanglotait Uju. Mais cette nuit-là, Mama Ebra ferma les yeux pour toujours. Uju, la fille perdue d'une milliardaire, devint de nouveau orpheline à 12 ans. Elle enterra Mama Ebra avec l'aide de voisins compatissants. Dès le lendemain, au lieu d'abandonner, elle prit l'ancien plateau de sa gardienne, le nettoya et commença à vendre des légumes et des boules de mil au bord de la route. Chaque matin, avant l'aube, elle rôtissait des plantains, lavait des légumes et partait au marché. Elle apprit à sourire malgré la douleur, à rire quand les larmes lui brûlaient les yeux, et à prier même quand elle avait faim. Elle ignorait qu'ailleurs, sa vraie mère vivait dans le luxe, froide, amère et sans cœur. De son côté, Laura était devenue l'ombre d'elle-même. La tragédie l'avait endurcie. Avec son mari mort et sa fille disparue, elle reporta toute sa colère sur les autres. Elle était cruelle envers tout le monde, ses employés, ses chauffeurs, même les gardes. Rien ne lui convenait. Un soir, en rentrant du travail, elle trouva le gardien ouvrant les grilles plus lentement que d'habitude. Furieuse, elle sortit de la voiture, prit un seau d'eau de la piscine et le lui versa dessus. « Idiot! Tu crois que je te paie pour dormir » hurla-t-elle, tandis que l'homme terrifié implorait sa pitié. Ses employés chuchotaient dans son dos, « Madame est devenue un monstre », mais personne n'osait protester. Un jour, une jeune domestique, douce et timide, s'approcha d'elle en tremblant. « Madame, je me sens faible. Je viens d'apprendre que je suis enceinte. J'ai besoin d'un peu de repos. » Les mots glacèrent Laura.
Enceinte? Sa voix devint tranchante comme une lame. Alors, tu viens me narguer? Tu crois pouvoir te moquer de moi parce que j'ai perdu ma fille? Non, madame, je vous en supplie. Mais Laura explosa. Sors de ma maison. Je ne veux plus voir ton visage, toi et ton bébé, disparaissez. Avant que la jeune femme ne puisse attraper ses affaires, Laura la poussa violemment. La domestique tomba à terre, les genoux en sang. Emporte ta grossesse inutile et va-t'en. Je ne veux plus jamais te voir. Les employés assistèrent en silence, trop effrayés pour intervenir. Alors que la jeune femme s'éloignait en pleurs, serrant son ventre, aucun d'eux ne pouvait deviner l'ironie cruelle du destin. Cette même femme qui méprisait une domestique enceinte était en réalité la mère de la fille qu'elle avait perdue, et qu'elle allait bientôt retrouver. Après la mort de Mama Ebra, Uju essaya de survivre dans le village, mais la faim, les commérages et la lutte quotidienne devinrent insupportables. Chaque nuit, elle regardait les étoiles et murmurait « Mama, tu as dit que ma lumière brillerait un jour. Peut-être est-ce en ville? Peut-être que là-bas, mon histoire changera. » Alors, elle commença à économiser chaque pièce gagnée. Elle mangeait moins, dormait moins, travaillait plus. Après 2 ans de labeur sous le soleil brûlant, elle eut enfin assez pour un billet de bus. Avec un petit sac sur le dos et son plateau à la main, elle monta dans le bus bondé, le cœur rempli d'espoir. Mais la réalité la frappa comme une tempête. La ville n'était pas ce qu'elle avait imaginé, bruyante, surpeuplée et impitoyable. Les inconnus la bousculaient. Personne ne se souciait qu'elle soit nouvelle. Elle essaya de demander du travail femme de ménage, nettoyeuse, n'importe quoi. La plupart l'ignoraient. D'autres la regardaient avec méfiance. Certains se moquaient même de son accent et de ses vêtements en lambeaux. Quand Uju arriva enfin en ville, ses pieds la faisaient souffrir et son estomac criait famine. Elle marcha pendant des heures, demandant à tout le monde s'il y avait du travail. La plupart l'ignoraient. Certains la regardaient avec pitié. Alors qu'elle était sur le point d'abandonner, elle remarqua une immense demeure au bord de la route, de hautes grilles, des voitures brillantes, et une grande enseigne devant, Fondation Laura Co-autonomisation des femmes en affaires. Uju s'arrêta. Une femme qui aide les autres. Peut-être qu'elle m'aidera aussi, pensa-t-elle, les mains tremblantes. Elle s'approcha de la grille et frappa. Le gardien, un homme plus âgé aux yeux fatigués, jeta un coup d'œil par le judas. Oui, que veux-tu? Bonjour, monsieur. Je cherche du travail. Je sais cuisiner, nettoyer, laver, n'importe quoi. L'homme soupira et sortit légèrement. Ma chère, si tu as un peu de bon sens, fuis cet endroit. La patronne est un démon. Elle n'a pas de cœur. Elle est plus méchante que tout ce que tu peux imaginer. Mais Uju secoua la tête. Et s'il vous plaît, monsieur, je peux tout supporter. J'ai juste besoin de survivre. Quelques minutes plus tard, des palos résonnèrent à l'intérieur. La grande grille s'ouvrit, et Laura apparut, élégante dans une robe rouge. Elle s'arrêta et fixa Uju. Pendant un instant, son visage s'adoucit. Quelque chose chez cette jeune fille lui rappelait un souvenir, la forme de ses yeux, la petite cicatrice au-dessus de son sourcil. « Comment t'appelles-tu » ? « Uju, madame. » Le prénom brisa l'instant. Laura cligna des yeux, son ton devint glacial. « Qui est ta mère ?»« Ma mère est morte, madame. Elle vendait des légumes dans le village avant de mourir. » Le cœur de Laura se serra, mais l'orgueil étouffa cette émotion. « Non, ma fille ne peut pas avoir grandi dans la pauvreté. Pas celle-ci. Ce n'est qu'une autre pauvre fille de village. Très bien, si tu veux travailler ici, tu suivras mes règles. » Ce premier mois dans la demeure fut un véritable calvaire. Dès 4 heures du matin, Uju travaillait sans relâche, nettoyer la maison avant 6 heures, préparer le petit déjeuner avant 7 heures, ne pas toucher aux affaires de Laura, ne pas boire son eau ni utiliser sa vaisselle. Elle dormait dans la cuisine et ne sortait que sur ordre. Pas de télévision, pas d'amis, pas d'excuses. Un jour, Uju prépara le plat préféré de Laura, du riz jollof avec du poulet frit et une salade. Elle fit de son mieux, se souvenant de ce qu'elle avait vu faire aux femmes du village. Mais quand elle servit le plat,
Laura fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Je suis désolée, madame. Je peux le refaire. Avant qu'elle ne termine, Laura attrapa l'assiette et la lança vers elle. Uju l'évita de justesse, mais l'assiette se brisa par terre, éparpillant la nourriture. Tu es stupide? Tu ne sais même pas cuisiner du riz correctement. Tu sais combien je te paie? Je suis désolée, madame. Pardonnez-moi. Sors de ma vue. Laura s'éloigna avec dégoût. Uju s'effondra à terre, tremblante, ramassant les morceaux brisés. J'aimerais avoir une mère. J'aimerais que quelqu'un m'aime. J'aimerais que ma vie soit différente. Elle ignorait que la maison où elle était réduite en esclavage était en réalité son vrai foyer. Les sols en marbre qu'elle frottait avaient autrefois accueilli ses petits pas d'enfant. Le lustre étincelant au-dessus de sa tête éclairait autrefois la chambre où elle dormait. Et la femme qui la maltraitait, celle qui lui jetait de la nourriture, était sa mère. Mais le destin s'apprêtait à tout révéler. Un après-midi nuageux, Laura reçut un appel qui glaça son sang. « Bonjour, madame », dit la voix d'un officier à l'autre bout du fil. « Ici l'inspecteur Bamadil, de la police d'État. Nous avons rouvert l'enquête sur la disparition de votre fille. » Laura se figea. « De quoi parlez-vous ? Cette affaire est close. Ma fille a disparu il y a des années. » « Oui, madame, mais nous avons découvert des éléments inhabituels. Nous pensons que votre fille pourrait encore être en vie. » « Quoi ? Vous ne pouvez pas confirmer ? » « Pas encore, mais nous avons de nouvelles pistes. Nous aurons besoin que vous veniez demain au commissariat pour un interrogatoire et pour examiner des preuves. » Le téléphone trembla dans les mains de Laura. Après toutes ces années de souffrance et de vide, était-ce possible? Sa fille, sa petite, pouvait-elle être vivante quelque part? Elle ignorait que la réponse se trouvait juste sous son toit, dans sa propre cuisine, en train de laver la vaisselle avec des mains meurtries et un cœur brisé. La pression devint insupportable pour Laura. Après cet appel, son monde bascula. Chaque jour, elle appelait l'inspecteur pour des nouvelles. Chaque nuit, elle rêvait du visage de sa fille. Elle devint agitée, arpentant la demeure, hurlant sur tout le monde. Elle voulait des réponses. Elle voulait retrouver son enfant. Mais plus son obsession grandissait, plus sa cruauté s'intensifiait. Un soir, Uju termina tard la vaisselle. Ses mains étaient gonflées par l'eau savonneuse, son dos endolori par une journée de labeur. Elle enleva discrètement ses chaussures, les essuya et essaya de se coiffer avant de s'allonger sur le sol de la cuisine. C'est alors que Laura fit irruption, le téléphone à la main, en colère et distraite. « Uju, qu'est-ce que tu fais ? » « Je cherche ma fille, ma belle, ma précieuse fille. Pas une misérable comme toi qui se coiffe comme si elle était chez elle. » Uju tomba à genoux, sanglotant. « Je suis désolée, madame. Pardonnez-moi. Sors de ma vue. » Laura aboya, la poitrine gonflée de rage. Le lendemain matin, 2 policiers se présentèrent à la demeure. « Madame Laura, bonjour. Nous devons confirmer quelques détails pour notre rapport. »« Oui, tout ce que vous voulez, » répondit-elle, impatiente. « Vous avez dit que vous pourriez identifier votre fille si vous la voyez. »« C'est exact. »« Oui. Ma fille a une petite marque de naissance dans le cou, en forme d'étoile. Elle l'a depuis sa naissance. » Les policiers hochèrent la tête. « Bien. Cela nous aidera. » Laura soupira profondément, les yeux emplis de larmes. « Si seulement je pouvais la revoir. » Et là, dans cette même maison, dans la cuisine, Uju se tenait silencieusement, en train de laver une assiette, ignorant que la même marque en forme d'étoile que Laura venait de décrire était visible, discrète mais présente, à l'arrière de son cou. Un après-midi, Uju avait nettoyé chaque recoin de la demeure jusqu'à ce que ses jambes refusent de la porter. Ses paumes étaient couvertes de bleu, son dos trempé de sueur. Elle essaya de se relever, mais son corps céda. Elle s'effondra par terre, haletante. Laura entra à ce moment-là. « Alors, tu crois que tu peux te reposer ? Tu crois que tu peux te détendre chez moi ? Tu crois que je te paie pour dormir ?
Avant qu'Uju ne puisse expliquer, Laura la gifla violemment. Uju perdit l'équilibre et tomba en avant. Son foulard glissa, son chignon se défit. En tombant, l'arrière de son cou se découvrit. Laura s'arrêta net. Ses yeux s'écarquillèrent. Là, sous la lumière, brillait une petite marque de naissance en forme d'étoile. « Attends, tu es ma fille » murmura-t-elle. « Tu es ma fille. » Uju la regarda, confuse et tremblante. « Non, ma mère m'a dit qu'elle m'avait trouvée devant une demeure il y a des années. Vous m'avez abandonnée. » Laura secouait la tête frénétiquement, sortant de vieux dossiers de police. « Non, je ne t'ai pas abandonnée. Tu as disparu. Je t'ai cherché chaque jour. » Elle montra à Uju les dossiers, les avis de disparition, les rapports. « Je n'ai jamais arrêté de te chercher. » Sa voix se brisa en pleurs. Mais Uju ne pouvait pas le supporter. « Vous m'avez frappé. Vous m'avez fait me sentir sans valeur. » Elle sanglotait. Laura sombra dans la dépression. Elle cessa de manger, de sourire. Une nuit, elle tenta même de mettre fin à ses jours, mais fut sauvée à temps par ses employés. Quand elle se rétablit, elle rassembla tous les travailleurs de la demeure, le gardien, les cuisiniers, les femmes de ménage, tout le monde. Elle entra dans le salon, tomba à genoux devant eux et déclara « J'ai été une femme terrible. Je vous ai tous fait du mal. J'ai fait du mal à ma propre fille. Pardonnez-moi. » Uju se tenait parmi eux, regardant sa mère pleurer sur le sol en marbre, le même sol qu'elle avait tant de fois frotté. Et à cet instant, son cœur s'adoucit enfin. Elle s'avança et serra Laura dans ses bras. Toutes deux pleurèrent longtemps, des années de douleur s'échappant d'un coup. Ce fut le moment le plus humble de la vie de Laura. Car parfois, la vie ne nous punit pas par la perte, mais elle nous enseigne à travers les personnes que nous blessons. Quelle leçon tirez-vous de cette histoire ?